C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet hommage national rendu à Bamako à Sadio Camara, le ministre de la Défense tué samedi, dernier dans l'attaque de son domicile, a été inhumé en présence du président de la transition Assimi Goïta. Décryptage dans un instant avec notre correspondant régional Serge Daniel. Le rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse de Reporters sans frontières pour l'ONG La Liberté d'informer est plus bas en 2026 et le continent africain ne fait pas exception. La Tunisie chute de 8 places et occupe désormais la 137e place sur 180 pays. Nous serons à Tunis dans ce journal. La 18e édition du FEMUA en Côte d'Ivoire, cette année, c'est le Gabon qui est l'invité d'honneur du festival à Abidjan. Nos envoyés spéciaux étaient à l'ouverture du pavillon gabonais. Ambiance à la fin de ce journal. C'est une cérémonie solennelle sous haute sécurité qui s'est tenue à Bamako ce jeudi. Le général Sadio Camara, ministre de la Défense, tué samedi dernier dans une attaque contre son domicile, a été inhumé avec les honneurs nationaux en présence du président de la transition Assimi Goïta et du Premier ministre Abdoulaye Maïga qui a prononcé quelques mots. Écoutez. Le Mali perd en toi un homme, un combattant, un leader, un symbole, un modèle. Mais ceux qui se réjouissent déjà à l'idée d'un hypothétique effondrement du Mali ont tout faux. Le Mali est éternel et nous ferons la preuve que des millions de Sadio Camara se bousculent déjà au portillon pour prendre valablement la relève. Cette cérémonie pour rendre hommage à Sadio Camara était très attendue et elle s'est déroulée sous haute sécurité, comme nous l'explique notre correspondant régional Serge Daniel. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, était présent derrière des lunettes noires. Il est arrivé, il a signé, il s'est dirigé directement de la dépouille mortelle de l'ancien ministre de la Défense. Il a annoncé qu'il avait désormais, à titre posthume, on lui donnait le grade de général d'armée, voilà, dispositif de sécurité impressionnant, nous l'avons dit. Ensuite, il y a eu une marche funèbre, on a vu le cercueil sur un chariot avec des militaires et puis plusieurs interventions également. Les amis, les proches du défunt ont pris la parole pour dire à combien de fois c'était un soldat brave, vaillant. Un baobab est tombé, a déclaré par exemple l'un de ses anciens collaborateurs. Et puis des invités sont venus de l'extérieur également pour assister à cette cérémonie émouvante, comme je le disais. Par exemple, le ministre guinéen des Affaires étrangères était présent, des responsables de l'AES également, l'Alliance des États du Sahel, notamment le ministre de la Défense du Niger et le ministre de la Guerre du Burkina, qui a dit « Nous allons continuer l'œuvre que tu as commencée, nous n'allons pas trahir », par exemple. Voilà, c'était très émouvant. Après, il y a eu une sonnerie aux morts et puis le corps a été transporté vers Kati, sur les hauteurs de Bamako, pour les obsèques. Alors Serge, pendant que les caméras étaient braquées sur cette cérémonie, la situation au Mali continue à évoluer sur le terrain. Ah oui, tout à fait. Par exemple, d'abord au sud, le blocus décrété contre la capitale a commencé, le blocus djihadiste a commencé. Il y a des dizaines et des dizaines de véhicules, par exemple, à des frontières sud, qui sont bloqués, qui n'osent pas prendre la route parce que ces passagers se disent qu'ils sont plutôt en grand danger. Il faut savoir qu'il y a 6 entrées principales pour rentrer, pour sortir de Bamako, 6 axes routiers. À Bamako, la population environ, c'est de 3 millions intramuros. Et vous savez qu'il y a déjà eu un blocus cette fois sur le carburant, et que c'était dur, mais cette fois-ci, c'est sur non seulement le carburant, mais les entrées sur les biens et les personnes, et ce qui inquiète beaucoup les populations. À l'intérieur du pays maintenant, à Amboré, nous sommes au centre du Mali, les djihadistes ont revendiqué aujourd'hui la prise d'une localité, la localité de Amboré. Disons, c'est une petite localité, mais centrale, parce qu'elle est sur un axe routier est très important. Et à Kidal, l'administration commence sur la coupe maintenant des rebelles qui ont pris la localité, qui ont pris en main la localité. Un mot sur Tessalit, c'est toujours dans la région de Kidal. D'après nos informations, les Russes dont on disait qu'ils étaient partis des lieux sont bien là, dans une partie de la ville, notamment à Amachash,
vers l'aéroport, alors que les rebelles, eux, sont dans la ville. On en vient au classement annuel de Reporters sans frontières sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Il a été publié ce jeudi. Pour l'ONG, le constat est sombre en 2026 et le continent africain ne fait pas exception. Coup de projecteur ce soir sur la Tunisie. Le pays perd 8 places et occupe la 137e place sur 180 pays. Une dégradation dans un contexte où plusieurs journalistes sont poursuivis et emprisonnés. Aujourd'hui même, notre confrère Zaid El-Heni a été traduit devant la justice. Son verdict est attendu le 7 mai prochain. Nos correspondants Lilia Blaz et Hamdit Lili étaient au syndicat des journalistes tunisiens où s'est tenue la conférence de presse de RSF. Écoutez. Ce nouveau recul de la Tunisie dans le classement international de Reporters sans frontières s'explique surtout par les poursuites judiciaires accrues contre les journalistes ces derniers mois. Pas plus tard que ce matin, c'était le journaliste Zied El-Heni qui était traduit devant la justice pour atteinte à autrui après avoir été arrêté vendredi 24 avril. Effectivement, la situation de Zied ou la poursuite de Zied en justice confirme cette aggravation et cette dégradation continue de la situation de la liberté de la presse. S'ajoutent à cela les cas d'autocensure. En comparaison avec le reste de la région, la Tunisie ne se diffère pas malheureusement, malgré le potentiel possible et malgré la résistance des médias alternatifs, des médias indépendants et des journalistes. L'ONG Reporters sans frontières et le syndicat des journalistes tunisiens dénoncent aussi l'usage de textes jugés trop répressifs pour poursuivre les journalistes juridiquement, notamment le décret-loi 54 qui a été promulgué en 2022 et qui est censé lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux et sur Internet, qui a été, selon les rapports de plusieurs ONG, utilisé surtout pour museler la liberté d'expression en Tunisie. Alors les procès, eux, se poursuivent. Le 12 mai prochain, il y aura l'audience en appel du journaliste Mourad Zredi, qui est emprisonné depuis maintenant presque 2 ans. Les pirates sont-ils de retour en Somalie? Alors que les attaques avaient diminué ces dernières décennies, 3 bateaux ont été capturés au large de la Corne de l'Afrique en seulement une semaine. Un coup dur pour le trafic maritime, déjà très perturbé en ce moment par le conflit au Moyen-Orient. La correspondante régionale de Bastien Renouille. Les 3 bateaux attaqués par ces pirates somaliens sont toujours arraisonnés le long de la côte du pays. L'un d'entre eux transporte du pétrole, un autre transporte du ciment et le troisième a une cargaison inconnue. Il y a près de 15 ans, il y avait de très nombreuses attaques le long de la côte. En 2011, pas moins de 212 attaques avaient été recensées. Mais depuis, une force européenne a été déployée dans la région et le nombre d'attaques a diminué drastiquement. Alors pourquoi y a-t-il une recrudescence des attaques de pirates au cours des dernières semaines? Eh bien, j'ai pu discuter avec le vice-amiral responsable de la force Atalante qui lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Les pirates pensent peut-être que l'attention internationale est concentrée sur le détroit d'Ormuz. Ils y voient donc une fenêtre d'opportunité et se disent « D'accord, la priorité internationale est là-bas, alors nous pouvons agir maintenant ». Des armées occidentales qui regarderaient ailleurs et qui pourraient même directement perturber les réseaux habituels employés par ces pirates, ce qui les pousserait à agir. Écoutez de nouveau l'amiral. Le blocus mis en place par les forces américaines dans le détroit d'Ormuz, mené près des côtes pakistanaises, perturbe également certains trafics illégaux ou légaux à destination de la Somalie. Et les clans de pirates perdent des revenus. En plus du contexte géopolitique international, il y a la situation locale en Somalie. L'économie va particulièrement mal. Les pirates essaient donc de trouver des solutions pour subsister. Et puis enfin, il y a la météo. La mousson devrait démarrer d'ici 3 semaines en Somalie. À ce moment-là, il sera beaucoup plus difficile de s'éloigner des côtes. Donc les pirates profitent de la fenêtre météo actuelle. En attendant, que peut faire la force navale européenne? Eh bien, continuer de patrouiller au large des côtes, essayer de mobiliser les gardes-côtes somaliens pour qu'ils agissent plus régulièrement et enfin, essayer de mobiliser les marines internationales qui pourraient accepter d'intervenir pour empêcher ces actes de piraterie. En Côte d'Ivoire, c'est ce jeudi que s'est achevé le plus grand exercice militaire des forces spéciales américaines en Afrique. Axé sur la lutte antiterroriste, il a réuni pendant plusieurs semaines des militaires d'une trentaine de pays. C'est la 2e fois que le pays accueille l'exercice, une manière de se positionner comme leader sur les questions sécuritaires dans la sous-région. Les précisions de Julia Guggenheim à Abidjan.
Plus de 1500 militaires issus des forces spéciales d'une trentaine de nations se sont entraînés ensemble pendant près de 3 semaines à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, à l'ouest d'Abidjan. Objectif, renforcer l'interopérabilité alors que la menace terroriste a rarement été aussi préoccupante au Sahel. Les menaces terroristes ignorent les frontières et ne peuvent être contenues que par une volonté commune. À travers l'organisation successive de cet entraînement majeur en terre ivoirienne, le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, réaffirme la solidité des relations entre nos deux armées et le rôle central de la Côte d'Ivoire dans la sécurité régionale. Un rôle que Washington n'a cessé de souligner au cours de cette cérémonie, allant jusqu'à remercier la Côte d'Ivoire, je cite, pour exporter la sécurité dans la sous-région. Pour l'administration Trump, c'est aussi une manière d'entériner sa nouvelle doctrine militaire auprès de ses alliés africains. Les États-Unis ont redéfini leurs relations avec l'Afrique sur la base d'un partenariat au bénéfice mutuel. Dans le domaine de la sécurité, cela veut dire renforcer les capacités des partenaires capables de devenir des leaders, alors que nous apportons un support précis et défini dans le temps qui correspond à nos intérêts communs. Nous allons arrêter les engagements à durée indéterminée. Aux bases militaires permanentes, Washington affirme désormais préférer la formation. En 2025, ce sont 3000 soldats ivoiriens qui ont été formés par les États-Unis, qui a également apporté un soutien logistique avec le don d'une petite centaine de véhicules militaires. Le FEMUA est de retour pour sa 18e édition en Côte d'Ivoire. Et comme chaque année, un pays africain est l'invité d'honneur du festival. Cette année, il s'agit du Gabon. Nos envoyés spéciaux étaient à l'ouverture du pavillon gabonais où les danseurs ont fait le show. Regardez. Je participe aujourd'hui au FEMUA pour montrer le savoir-faire gabonais et artisanal surtout, car on entend beaucoup parler d'autres pays, mais le Gabon est un pays magnifique. Bien qu'il est petit, il fait des merveilles. Voilà, merci à l'équipe sur place, Fatima Taouane, Elom Toblé, Clémence Valère et Armelco. Merci également aux équipes en régie à France 24 à Paris. Merci à notre chef d'édition, Antonia Simini. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24. 27 pays dans l'Union européenne et autant de défis à relever. Entre un Donald Trump imprévisible et un Vladimir Poutine qui menace notre sécurité, l'Europe est à la croisée des chemins dans un monde hostile. Défense, économie, santé, climat. Sur tous ces sujets, les Européens ont des questions et des attentes. Chaque semaine sur France 24 et les chaînes parlementaires. Ici l'Europe ouvre le débat avec ceux qui font l'Europe au cœur des institutions. Ici l'Europe, on en débat, présenté par Caroline de Camaret, Thibaut Enoch et Alexandre Poussard, à voir sur France 24.